Bonjour et bienvenue sur KTV en direct, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au bac, évidemment au baccalauréat. Et pour en parler, qui de mieux que le recteur de Mayotte, Gilles Albou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent ce matin. Alors, première question, 73,6% d'admis, est-ce un bon pourcentage pour Mayotte? Alors, c'était on va dire, globalement ce que nous attendions, en sachant qu'il nous reste évidemment à attendre maintenant les résultats des oraux, des oraux de rattrapage. On va rappeler, donc c'est les épreuves du second groupe, puisqu'on le sait, à Mayotte, on a beaucoup d'élèves qui sont entre 8 et 10 et on les encourage, puisqu'ils passent ces oraux de rattrapage depuis hier et jusqu'à demain. Et on sait que, justement, comme nous avons beaucoup d'élèves, on va dire, un peu tangents, eh bien, il faut les inciter à se motiver jusqu'au bout et on aura certainement des taux de réussite un peu supérieurs à l'issue de ces oraux de rattrapage. J'ai devant moi les chiffres et pour vous dire un petit peu ce qu'il en était, par exemple, en 2019, puisque c'était un peu l'année de référence pour nous, à l'issue justement du premier groupe, on va dire, on avait à Mayotte, sur la filière générale, 44,7%, donc nettement moins, mais on le sait évidemment, avec le contrôle continu, ça augmente les chances de réussite, et à la fin des épreuves de rattrapage, on était remonté à 63,8%. Donc de taux de réussite. Donc pratiquement 20% d'écart. Alors là, évidemment, on part d'un peu plus haut, donc on n'aura pas 20% de plus, mais on peut imaginer qu'on sera, on va dire, dans des taux de réussite aux alentours de 80, voire un peu au-delà. Certes, en dessous des moyennes nationales, mais on le sait, Mayotte a du retard, Mayotte rattrape son retard, et il n'est pas question non plus pour nous de gonfler les notes et d'être à 92-93% de réussite. Parce que Métropole, c'est plus de 90%, Mayotte 73%, donc il y a quasiment 20 points d'écart. Il y a toujours eu à peu près 20 points d'écart, même au-delà. On a eu justement certaines années 30 points d'écart entre Mayotte et la métropole. Donc effectivement, avec cette nouvelle formule du bac, c'est difficile pour nous de mesurer si l'écart se resserre ou pas. Nous, ce qu'on voit, c'est que quand même le niveau global des élèves au niveau du bac monte. Et comment le voyons-nous? On le voit surtout sur les résultats de Parcoursup. Vous savez, les universités, les écoles, les filières sélectives, quand elles recrutent un élève, elles le recrutent évidemment en regardant, entre guillemets, la concurrence. Et petit à petit, nous avons de plus en plus d'élèves de Mayotte qui sont pris dans ces filières très sélectives en métropole. Et ça, pour nous, c'est vraiment le révélateur que, d'abord, le niveau global monte à Mayotte, et puis aussi que nos élèves sont reconnus, puisque si vous prenez un élève mahorais une année, si vous apercevez qu'il n'était absolument pas au niveau, vous allez arrêter l'année d'après de recruter des élèves de Mayotte. Et c'est un peu le contraire qui se passe. On le voit sur les INSA, on le voit sur les classes préparatoires aux grandes écoles, on le voit sur les IUT, et nos élèves continuent de plus en plus à être pris dans ces filières très sélectives et très demandées en métropole ou ailleurs. Ce qui ne nous empêche pas, évidemment, de continuer à développer de telles filières aussi à Mayotte, parce qu'il faut qu'on puisse permettre à ces élèves de continuer leurs études aussi sur Mayotte. Donc voilà le panorama. Vous le savez, on a cette année quand même une grande part de contrôle continu. La règle nationale pour le bac, c'est 40% de contrôle continu, mais cette année, évidemment, avec la crise sanitaire que nous avons connue, on est monté à 82% à Mayotte comme en métropole, ce qui nous a évidemment demandé un travail fin d'harmonisation, mais je pense qu'on va y revenir. Justement, l'harmonisation des notes, parce que sacrée polémique, certains disent voilà, moi j'aimerais que mon enfant il me sent très bien, il y a des notes qui sont en dessous, vous les montez, vous les baissez, comment ça se passe? Alors, on va être très concret et expliquer évidemment à toutes les familles. Alors, il y a certains élèves qui ont vu la note prise en compte un petit peu inférieure à ce qu'ils espéraient en faisant leur moyenne sur l'année, et puis d'autres un petit peu supérieures. Alors pourquoi? Comment tout ça s'est passé? Donc évidemment, c'est le jury qui est souverain,
et le jury lui-même est composé entre guillemets de sous-jurys avec des inspecteurs et des experts de chaque discipline. Donc ce qu'ils ont regardé, c'est par grand paquet, par centre d'examen, on va dire, par lycée anonymisé. Alors évidemment, on ne savait pas si c'était le lot de copies de Bamana ou le lot de copies de Kahani ou de Chirongui, et ils ont regardé s'il y avait des écarts, on va dire, entre un tel centre d'examen et la moyenne nationale. Et s'il y avait plus de 2 points d'écart, en plus ou en moins, évidemment, on revoyait la note. Je précise que, évidemment, ça, ce sont des consignes nationales. Nous appliquons à Mayotte, on est un rectorat de plein exercice, et donc nous appliquons à Mayotte les consignes nationales. Et donc, par exemple, je donne un exemple comme ça, mais si en physique-chimie, la moyenne de Mayotte est autour de 10, et que dans tel lycée, dans le centre d'examen, à nouveau, anonymisé, la moyenne était de 6, alors, ces notes ont été globalement remontées pour qu'on soit quand même, qu'on n'ait pas des gros écarts. Alors, elles n'ont pas été remontées à 10 de moyenne, mais il fallait qu'on reste dans un écart, on va dire, entre la plus faible moyenne et la plus haute moyenne, qui n'est pas plus de 4 points d'écart entre deux centres d'examen. Et réciproquement, si, toujours avec 10 de moyenne en physique-chimie, si vous avez un centre d'examen qui avait 15 de moyenne, on a revu évidemment les notes un petit peu à la baisse pour les ramener sur une moyenne autour de 12 ou 13. Alors, tout ça n'est pas automatique, c'est apprécié par les jurys qui font des petits sondages, qui regardent les copies, parce qu'évidemment, il pourrait y avoir des gros écarts justifiés. Alors, on a forcément quelques élèves qui sont un peu déçus, parce qu'ils espéraient avoir 15 de moyenne, ils ont 13 de moyenne. Et moi, si j'avais un enfant à qui ça arrivait, je serais aussi déçu, parce que je me dirais, bon, ben voilà, il s'attendait à avoir cette note, il a un peu moins. Donc, on explique à chaque famille, et puis parfois on corrige, parce que parfois, il y a des erreurs de recopie de moyenne, de recopie de notes, et donc voilà, on regarde évidemment tout ce qui se passe pour expliquer aussi que évidemment ces notes de contrôle continu, elles ont été surveillées. Oui. Elles ont été surveillées et qu'on essaye évidemment de faire en sorte qu'à la fin, le bac de Mayotte soit un bac de qualité. Voilà. Vous l'avez dit, le chiffre est 20 points en dessous de la moyenne nationale, ce qui est, on va dire, un petit peu ce qu'on a connu. J'ai tendance à dire que certaines années, c'était même pire. Voilà, c'était pire avant. L'écart se réduit. Enfin, personne n'aurait compris que cette année, en 2021, Mayotte, tout d'un coup, soit dans les meilleures académies de France. Et voilà. On est sur une bonne moyenne, on est sur une bonne progression. Camar. Justement, j'allais revenir, on le sait, monsieur le recteur, que bien évidemment, on n'a pas eu une année scolaire pleine. Et je reviens un peu sur cette nouveauté, cette nouvelle épreuve, le grand oral. On se rappelle qu'au départ, tout le monde a critiqué. On a eu peur qu'avec la crise sanitaire, ça crée des inégalités entre les élèves et les établissements. Mais c'est vrai que si on regarde, avant même d'attendre les résultats du second groupe, mais si on regarde le taux aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que finalement plus de peur que de mal? Oui. Alors, disons, pour revenir sur le grand oral, moi ce que j'ai vu, c'est qu'il y a eu un très très gros travail de préparation dans la plupart des établissements. C'était aussi une crainte des élèves et des familles, de se dire, voilà, il y a une nouvelle épreuve, les élèves vont pas être préparés, il y aura des inégalités. Moi j'ai vu qu'il y a eu justement un gros travail de préparation. Puis on parlait du contrôle continu. Les épreuves du grand oral, elles portent sur les enseignements de spécialité, qui malheureusement n'ont pas pu être évalués, on va dire, sur des épreuves nationales. Donc c'était aussi une manière pour les élèves de continuer à se préparer jusqu'au bout sur ces enseignements de spécialité et d'être évalués par quelqu'un d'autre que leur enseignant de l'année. Moi, les retours que j'ai sont plutôt très positifs. Je pense que c'est une épreuve aujourd'hui qui est plébiscitée, justement parce que il y a ce travail jusqu'au bout de spécialisation. Les élèves ont préparé 2 questions, donc 2 problématiques qu'ils ont pu défendre à l'oral, avec effectivement l'appréciation de leur capacité à s'exprimer oralement, et puis aussi l'appréciation sur le fond. Moi, j'ai assisté à des préparations où les élèves sont interrogés vraiment jusque dans leur dernier retranchement pour savoir si, quand même, ils maîtrisaient telle ou telle partie du programme.
Nous avons tenu compte cette année des conditions particulières puisque les élèves pouvaient présenter aux examinateurs une fiche récapitulant les parties du programme qui avaient été traitées ou pas traitées par leur enseignant, ce qui permettait aussi de cibler les questions et de ne pas les interroger sur des parties qui n'avaient pas été traitées. On le sait, cette année, il y a eu quelques semaines, on va dire, de confinement avec l'enseignement à distance et à Mayotte comme ailleurs, tout n'a pas pu être traité. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que vraiment, je tiens à remercier toutes les équipes du rectorat. Alors, je le fais souvent, mais vraiment, on le dira jamais assez, que ce soit les équipes pédagogiques qui ont vraiment travaillé, qui se sont mobilisées jusqu'au bout pour la réussite des élèves. Je voudrais remercier aussi, évidemment, plus largement tous les personnels des établissements, les chefs d'établissement, là aussi, qui, y compris dans la période de confinement, ont fait des prouesses pour qu'on ait cette continuité pédagogique, et puis aussi toutes les équipes administratives et notamment celle du rectorat, la division des examens et concours, la division des systèmes d'information, parce que finalement on a eu relativement peu, on va dire, de problèmes, de retard. On va dire, quand on se compare à d'autres académies où finalement Mayotte est pas montré du doigt, les copies ont été numérisées sans problème, elles ont été corrigées sans problème, les notes ont été publiées à temps, les élèves ont pu se préparer là, actuellement pour les oraux de rattrapage. Et donc il y a une machine, on va dire, au niveau du rectorat qui a bien fonctionné. Je profite de votre antenne pour saluer tous les personnels qui se sont fortement engagés et qui mériteront dans quelques jours ou quelques semaines des vacances bien méritées. Alors, et évidemment, je félicite les élèves parce que c'est quand même à eux qu'on pense en premier, à eux et à leurs parents, parce qu'il y a eu aussi quand même des parents très volontaires et qui ont accompagné leurs enfants. On aura l'occasion de récompenser et féliciter les meilleurs d'entre eux, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu la mention très bien et les félicitations du jury, puisque vous savez que cette année, on remet à l'honneur les félicitations du jury. Et donc rendez-vous demain matin au rectorat pour ces élèves. Alors là, après les palmes pour les personnels, sont les palmes pour les élèves, et donc quelques cadeaux et quelques encouragements pour la suite. Alors justement, pour revenir un tout petit peu, Gilles Albou, sur l'harmonisation de toutes ces moyennes, du contrôle continu, est-ce que finalement aujourd'hui, il est très tôt pour dire que ce dispositif nous permet de voir un peu plus clair sur la performance de nos lycéens? Comme je l'ai dit, ce qui nous permet aujourd'hui de voir la performance, c'est surtout les résultats de Parcoursup. Et les résultats sont plutôt très bons. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la moyenne nationale en termes de taux de réussite. Et aujourd'hui, et je profite de l'antenne pour le dire, il faut maintenant qu'on travaille à l'autocensure des élèves. Donc nous, on a analysé justement les résultats sur Parcoursup qui sont plutôt bons. Alors, on a toujours des déceptions, mais si on regarde les 7 ou 8% d'élèves qui n'ont pas encore, on va dire, d'affectation, il est probable que ce soit les mêmes qui, malheureusement, n'auront pas le bac à la fin. Donc, finalement, il y a une corrélation. Et par contre, on voit encore trop d'élèves qui s'autocensurent, notamment les filles, mais pas que. Et dans les vœux que font les élèves en terminale, on trouve encore trop peu de vœux justement dans ces filières sélectives. C'est dommage. Cette autocensure, de se dire voilà, je suis à Mayotte, moi, je ne vais pas tenter des classes préparatoires, je ne vais pas tenter des IUT, je vais plutôt tenter des filières, on va dire, non sélectives à la fac ou des BTS, donc ce qui est très bien. Mais je pense qu'on pourrait inciter encore plus nos élèves à se diriger vers ces filières, donc il faut qu'on y travaille. C'est le but des cordées de la réussite. Vous savez que nous avons développé, on les a multipliés par 2 cette année, ce qui permet aussi à nos élèves de se projeter vers ces grandes écoles, vers ces classes préparatoires, vers les filières de santé aussi. On commence à avoir de plus en plus d'élèves qui réussissent les concours de médecine, et il faut que ça continue, notamment à Mayotte, dans ce qu'on développe à Mayotte. Donc il faut qu'on ait ce travail-là. Donc sur l'évaluation du niveau des élèves, nous ce qu'on voit, c'est que voilà, ça monte et progressivement, et je le dis, il ne faut pas
pas non plus d'effet, on va dire, d'aubaine et penser que du jour au lendemain, tous les élèves vont réussir. Il faut rester rigoureux. Le bac, c'est un diplôme sérieux, c'est un diplôme d'accès aux études supérieures. Il faut que ça reste évidemment un diplôme sérieux, mais il faut qu'on travaille sur l'autocensure. Gilles Albeau, vous avez déclaré chez un de nos confrères, il faut mettre un coup d'accélérateur maintenant, sinon nous sommes foutus. Les mots sont forts. Pourquoi ? Alors c'était pour les constructions scolaires pour le premier degré. D'accord. Alors foutu, c'est pas un mot de recteur, ça a été certainement. Non, mais bon, non, c'est pas mon regard, mais c'est un mot qui vient du cœur. Mais effectivement, nous avons a priori sécurisé la rentrée de 2021, donc je voudrais rassurer les familles et les élèves. Bon, malheureusement, vous le savez, dans le premier degré, nous ne pourrons à nouveau pas scolariser tous les élèves, notamment les élèves entre 3 et 5 ans, ce qui est vraiment dommage. Alors on progresse, là aussi, on scolarise de plus en plus tôt les jeunes, et on sait que plus on scolarise tôt les élèves, mieux ils vont réussir après, puisqu'il y a quand même beaucoup d'apprentissage qui se joue entre 3 et 7 ans. À partir de 3 ans, on le sait maintenant, les études sur le cerveau montrent que voilà, on est plus réceptif aux apprentissages, notamment sur le français, sur, on va dire, un peu l'éveil aussi au calcul, et puis CP, CE1, beaucoup se joue aussi là, avec lire, écrire, compter, on le sait, et c'est pour ça qu'on continue nos efforts sur le dédoublement des classes de CP, CE1. Ceci dit, on manque encore de salles de classe, et je ne cesse de le marteler. Alors pour le second degré, nous avons une programmation pluriannuelle immobilière qui pour l'instant suit son cours, et on aura l'occasion de faire le point avec les parents d'élèves pour les rassurer là-dessus. Toute association confondue, on l'a déjà fait avant la fin de l'année, on va le refaire. Pour le second degré, les choses avancent plutôt correctement. On a un planning jusqu'en 2025-2026 et on est plutôt satisfait. Les équipes ont vraiment bien travaillé. Sur le premier degré, évidemment, on demande beaucoup aux communes. Il ne faut pas stigmatiser les communes. Aujourd'hui, on a des communes qui vivent la décentralisation, on le sait, la départementalisation a à peine 10 ans. Les communes commencent à se structurer et en plus, elles doivent rattraper un retard, on va dire, 40 ans, 50 ans de retard en termes d'infrastructures. Je pense évidemment aux écoles, puisque c'est ce qui nous concerne le plus, mais on peut penser à d'autres choses. Donc ce sur quoi nous travaillons avec les différents ministères aujourd'hui, c'est d'apporter du soutien aux communes. Alors soutien évidemment financier, parce qu'il ne faut pas que l'argent soit un frein pour les constructions scolaires, et puis un soutien en ingénierie. Vous le savez, avec le préfet Colombet, on a beaucoup agi pour apporter de l'ingénierie sur ce territoire, et notre politique était d'appuyer les communes, pas, on va dire, de reprendre nous-mêmes la maîtrise d'ouvrage, parce que ce serait une régression, mais de les accompagner pour que justement elles puissent assimiler leur mission, tout en sachant que on ne va pas non plus les rendre responsables du retard. Donc aujourd'hui, nous avons obtenu des renforts, et je tiens à souligner les efforts qui ont été faits par les différents ministères, le ministère des Outre-mer notamment pour le premier degré, en lien avec l'AFD, l'Agence française du développement, et évidemment l'ADEAL, puisque des renforts vont arriver. On est en train de finaliser une convention. Je vois bientôt le président de l'association des maires pour faire un point d'étape avec lui, pour donner un coup d'accélérateur aux constructions scolaires, sans, on va dire, reprendre aux communes leurs prérogatives, mais au contraire en les accompagnant et en leur faisant profiter de ces renforts. Tout ça va être mis en place dans les jours et semaines qui viennent pour que justement ce programme ambitieux de construction scolaire ne prenne pas de retard, parce que effectivement, nous sommes inquiets pour, on va dire, les 2-3 prochaines rentrées. Vous le savez, on a un plateau démographique avec un surplus de naissance assez sensible à partir de 2015, et qui dit surplus de naissance à partir de 2015 dit afflux supplémentaire maintenant, puisque évidemment 5 ans plus tard on les voit arriver dans nos établissements. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même une
stabilisation, on le sait depuis quelques années sur le nombre de naissances, mais ça ne doit pas faire baisser notre vigilance, bien au contraire, puisque évidemment ces naissances supplémentaires, on va les voir arriver en CP et puis en CE1, et puis donc ces élèves, ils vont venir grossir les effectifs des établissements scolaires. Et il faut que le bâti soit au rendez-vous, sinon on aura des familles qui ne pourront pas scolariser leurs enfants en grande section, en moyenne section, et c'est une détresse évidemment un crève-cœur pour ces familles. Donc pour l'instant, effectivement, je suis inquiet. On fait tout pour traiter ce problème. Et on rendez-vous à la rentrée pour faire un point. Et vous viendrez à la rentrée pour faire un point, justement, parce qu'il est l'heure. Déjà, 7h25. Là, je dois vous poser comme question. Oui, encore quelque chose. Un dernier petit mot, parce que effectivement, les vacances vont arriver prochainement, mais les établissements, un grand nombre, vont rester ouverts. Les communes, elles aussi, continuent à travailler pour qu'on accueille les jeunes pendant les vacances sur les différents dispositifs. On le sait, les premières semaines, plutôt les stages de réussite pour finir un petit peu de combler quelques lacunes. Et puis ensuite, on va entrer dans les dispositifs de vacances apprenantes avec des activités un petit peu plus récréatives, mais aussi éducatives. Et puis aussi, pendant les vacances, ce qu'évidemment on appelle les vacances apprenantes, avec des accueils collectifs de mineurs, renforcés d'activités aussi d'éveil. Et je tiens à souligner le gros travail là aussi qui a été fait par l'ensemble des mairies, par les associations et par la Dragesse, qui a intégré le rectorat et qui va continuer pendant les vacances à mettre en œuvre tous ces dispositifs de vacances apprenantes. On apprend tout le temps. J'allais finir par une fable de La Fontaine, mais j'ai pas le temps. C'est un peu moderne en ce moment. Effectivement, tous les enfants de CM2 sont partis en vacances avec leur fable, avec une nouvelle illustratrice, Rebecca d'Outremer. Je vous invite, et tous les parents qui les ont, à les feuilleter aussi. Très très belle édition cette année, et chaque élève aura ce livre et beaucoup de lectures pendant les vacances. Il faut qu'on continue à lire pendant les vacances. Les petits, les grands, la lecture c'est important. Et puis la lecture, ça fait tellement de bien, y compris pendant les vacances. Et quand on parle de construire des classes, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le recteur. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.